Bienvenue sur les ondes de Franc-Maçon. Mon nom est Gab Masson et vous écoutez mon podcast Dans le franc des yeux, deuxième saison intitulée Le Québec en quarantaine. On a tous su c'était quoi être en quarantaine pendant les 3 dernières années, être mis en isolement parce qu'on pouvait peut-être être un danger potentiel pour les autres. Eh bien, dans cette saison, on se demande avec 3 invités si notre population entière du Québec depuis sa fondation, si la belle province aurait peut-être été mise en quarantaine depuis plus de 250 ans pour isoler le danger ou la menace que notre peuple aurait pu être face à nos chumés impériaux de l'autre côté de l'Atlantique. Quand même une grosse thèse ici qu'on essaie de défendre, mais à date, ça va assez bien, je trouve, par le biais et les données factuelles apportées par nos 3 invités. Aujourd'hui, on introduit mon 3e invité qui va prendre parole pour la première fois. Vous l'avez découvert dans l'épisode 0, la présentation des invités. J'ai nommé Rénald Rouleau. Rénald Rouleau, coup de cœur, bien sûr, pour Rénald Rouleau. Vous allez l'aimer, je pense, tout de suite. C'est quelqu'un qui incarne vraiment bien, à mes yeux, une image du Québec profond, du Québec sage, intuitif, connecté avec autant la technologie que la divinité ou le spirituel. Donc, c'est des gros mots, mais je les pense vraiment. Pour moi, Rénald incarne quand même quelque chose comme ça, comme description sommaire que je pourrais faire d'une génération là, du Québec des années 50 à 70. Mais dans toute la simplicité qui, moi, personnellement, me rappelle le meilleur de l'esprit du Québec aussi. Une espèce de force tranquille, de l'humilité totale et qui laisse découvrir une force d'intelligence très pointue, pleine d'expérience. Donc, voilà, la beauté du Québec incarnée par un de mes invités aujourd'hui, selon mon avis personnel. J'ai appelé l'épisode, les 2 prochains épisodes en fait, donc la Révolution tranquille. Aujourd'hui, c'est Révolution tranquille partie 1. Mais vous allez voir, c'est surtout pour parler de la période temporelle. Donc, on parle des années, mettons, fin 50, début 60 à mi-70, fin 70, quelque chose comme ça. Donc, c'est un peu comme les épisodes avec Pascal Chevrier sur la rébellion des Patriotes. On va vraiment ratisser large et on met surtout la table pendant ce premier épisode-ci pour parler des pièces importantes qui vont dérouler plus vite dans le prochain épisode. Si vous êtes nouveau dans la série, je mentionne que c'est chronologique. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, on peut retourner à l'épisode 0 et ensuite remonter la chronologie dans le temps jusqu'à l'épisode 8 d'aujourd'hui. Et si ça vous intéresse, ben, ça va vous permettre juste de mieux comprendre la thématique, développer le vocabulaire et les différents angles qu'on développe dans le fond finalement toujours un petit peu plus dans chaque épisode. Aujourd'hui aussi, c'est vrai, on fait une belle parenthèse pour introduire ce qu'on appelle les agents de la couronne. On va parler également beaucoup plus des Premières Nations en lien avec qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là au Québec ici. Et c'est un point de vue assez unique, je trouve, sur les Premières Nations et leur relation avec le Grand Nord, de guerre de territoire et de l'étincelle divine qui est en chacun de nous. Petit moment de gratitude avant de commencer, bien sûr. Merci à tout le monde d'être à l'écoute, autant en audio qu'en vidéo. Je vous envoie des petites pensées magiques. Prenez le temps de bien absorber le show d'aujourd'hui. Vous allez voir, ça vaut la peine. Alors, let's go. Le Québec en quarantaine, épisode 8, Révolution tranquille, partie 1, avec Rénald Rouleau. C'est parti. Bon show. Bienvenue sur les ondes de Franc-Maçon. Mon nom est Gab Masson et vous écoutez mon podcast Dans le franc des yeux. Et on est toujours dans la série qui s'intitule Le Québec en quarantaine avec un prochain épisode. Et là, oups, je ne ferai pas la peine de dire quel est le numéro de l'épisode parce qu'étant donné que j'enregistre tout ça à l'avance et que je vais construire ça de la façon chronologique autant que possible, je suis pas sûr de quel numéro d'épisode on est présentement. Mais une chose que je sais, c'est qu'on est avec un invité inestimé présentement qui s'appelle Rénald Rouleau qui est ici pour nous parler aujourd'hui du développement un petit peu du Grand Nord en lien avec l'Empire britannique
et nos Premières Nations, particulièrement les Inuits un petit peu. Et on va ensuite de ça, dans le prochain épisode avec mon invité Reynald, on va discuter de plutôt le mélange, si on veut, des forces de Gaulle et Johnson et voir un petit peu comment ça a formé notre ère plus moderne au Québec ici, en lien avec toute la situation géopolitique du Québec à l'international. Alors, Reynald, salut, bienvenue dans le Frère des Yeux encore une fois. Ben, pas trop. Bonjour, bonjour. Ça fait plaisir de te voir. Merci pour. de Écoute, c'est le plaisir et tout pour moi parce que c'est toi qui m'accueilles physiquement dans ta maison. C'est bien correct. Fait que on a fait ta petite introduction dans mon épisode 0 et puis là, on est rendu au moment où est-ce qu'on est revenu dans le passé puis là, on remonte un peu la chronologie pour essayer de comprendre d'une nouvelle façon notre histoire nationale québécoise en lien avec le Canada, les États-Unis un petit peu, puis dans la loupe de Mathieu Herret, voir un peu comment l'Empire britannique versus ce que les États-Unis ont tenté de faire à leur fondation, ont joué un peu là, dans deux pôles, si on veut, directionnels dans le développement de l'Occident. Fait que là, on retourne dans un de tes textes que tu as écrit il y a vraiment longtemps. Je pense que c'était peut-être en 94, 95. C'est ça, dans ce temps-là. Fait que je sais que tu n'as pas révisé avant parce que moi, je suis arrivé avec ça comme un cheveu sur la soupe, mais je veux en parler parce que, comme on a dit dans ton introduction, toi, tu as été à Ottawa, puis on a parlé un petit peu de notre relation historique avec les Premières Nations. Ouais. Puis, tu as parlé, tu as vraiment focusé sur quelque chose qui est intéressant, c'est la division artificielle ou synthétique que tu as nommée de la guerre entre le Québec et puis le reste du Canada. Mais l'autre partie de la guerre interne au Canada est aussi avec les Premières Nations qu'on a trouvé. Donc, toute la question même les Québécois ont été étiquetés comme des sauvages par les Anglais parce qu'on était plus proche d'eux autres. Puis là, finalement, nous autres, on a étiqueté les sauvages comme des sauvages. Diviser pour mieux régner, c'est toujours. Il y a comme trois pôles. Là, plus tu divises, plus Sa Majesté est contente. Exact. Fait que là, ça c'est le point de mire ou le point de vue, si on veut, plus large de notre de la série que j'essaie de mettre sur pied ici pour comprendre. Fait que j'aimerais ça qu'on retourne. Tu y vas de mémoire un peu de ce que tu te souviens de ce texte-là. J'ai sorti plusieurs extraits, puis je veux qu'on jase un peu de cette période-là ici. Puis ce que j'ai compris du texte, en gros, c'est que l'occupation du Grand Nord québécois, si on veut, et canadien, mais l'occupation et la relocalisation, c'est ça le mot que je cherchais, la relocalisation de certains peuples des Premières Nations dans le Grand Nord, finalement, n'était pas nécessairement quelque chose qui était pour leur bien à eux, mais était plutôt un instrument en tant que tel pour plutôt occuper le territoire. C'est-tu un peu un résumé que tu te souviens qui ressemble à... Oui, c'est une composante majeure. De l'histoire, en fait, du développement du Canada puis du Québec. Là. Mais il y a une coche plus que ça qui est au niveau, je dirais, au niveau humain et culturel. OK, vas-y. Ouais. Ben, je sais pas si je veux aller là direct, là, mais c'est parce que... Ben, tu peux juste les résumer, puis on reviendra un peu plus tard là-dessus. C'est la fibre humaine dans un humain, là, que tu sois la race, ça voudra, là. Cette partie-là, là, la gang qui run le show, la gang de la Sa Majesté et compagnie, là, ils ne voyaient pas ça comme nous autres, mais pas en tout. Il y avait des musées en Angleterre où dans le musée, ils appelaient ça un musée vivant. Ils appelaient ça comme ça, un musée vivant. Il y avait des Inuits qui étaient là dans le musée, jouant l'Inuit dans sa petite cave, ben, pas dans le cave, mais dans un coin de musée, puis il était un Inuit. C'était un peu, là, tu sais, c'était un humain, ça, là. Qu'est-ce qui est fou, là? Tu l'as payé pour être là, je peux bien comprendre ça, mais... C'est l'idée, c'est la désacralisation de l'humain. Mm. Ces gens-là n'ont pas la même vision de l'humain que nous. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que là, ça fait une espèce de... Il y a deux parallèles qui me flashent en tête quand tu dis ça. Le premier, c'est l'aspect que tous les gens qu'on étiquette comme étant des complotistes ont comme une vision que les élites, qui ne sont pas vraiment des élites, mais la classe dirigeante cachée, disons ça comme ça, ont un aspect sociopathe ou à la limite psychopathique, tu sais, et qu'il y a un manque d'empathie dans la sociopathie. Pour pas leur mettre des cornes, ouais, c'est ça. Là, si on va aller jusque-là. À la limite, là, tu sais. Mais qui ont un aspect où est-ce qu'ils n'ont pas l'empathie vraiment et qui, eux autres, n'ont pas, c'est ça, l'espèce de fibre de la nature humaine, de la compassion, de l'humanité. Ils se voient différents. Ces gens-là là, se voient différents de nous.
Moi, je vois un humain, c'est un humain. Là. J'irai pas faire une coche dessus pour tester son sang pour savoir quel mot t'as dit trace qu'il est. Là. Un humain, c'est un humain pour moi. Là. Mais eux autres voient ça différent, mais totalement. Nous autres, on est comme des légumes, on est des animaux. Là, pour eux Comme autres. du bétail, c'est Ah, ça. on est du hein? bétail. Ouais, On est littéralement du bétail pour eux autres. Ils se voient totalement supérieurs à nous au niveau de la race. Le racisme et tout ça, là, ça vient de là. Nous autres, entre humains, là, de racisme, on n'a pas ça. Nous autres, ça vient de là-bas. Là. Moi, je vois un humain, je regarde un humain, que ça ajoute la couleur, ça voudra, c'est un humain. Là, pour moi, c'est comme ça. Puis là, quand on parle de, justement, mettons le Grand Nord, qui fait le Grand Nord, tout ça, ben, la problématique qui est venue de ça, ben, enlève tes mitaines à moins 50. T'aimes pas ça, là. Je pense pas. C'est pas le fun. Juste à moins 22 à Ottawa, t'aimes pas avec ça. les trucks, c'est pas facile. C'est pas le fun. Donc, dans l'histoire, les Esquimaux descendaient toujours vers le sud. Ils descendaient vers le sud parce que Maud t'a dit, il fait plus chaud. On est mauditement mieux, tu sais, on est mieux. C'est normal, c'est juste normal. Tu sais, dans l'humanité des choses, là, tu descends où est-ce que t'es mieux. Fait que là, ils descendaient. Fait que finalement, le Grand Nord était plus occupé. Il n'y avait plus personne, là. L'histoire grandiose. Ah, wow, est-ce qu'il... Dans un instant, là. Ces gens-là qui vivaient là, qui ne connaissaient pas mieux dans le temps, ils ont fini par descendre par en bas. D'un, c'est parce qu'ils ont rencontré, mettons, moi je pourrais dire ça, il y a eu des bases militaires qui étaient installées là, il y a eu des bases au niveau communication, des affaires d'antennes, puis tout qui est installé pour les avions, un peu quelque chose, mais c'est tout militarisé, runné par... tu sais, on dit RCMP, mais RC, c'est Royal Canadian Mounted Police, Ouais. mais... La police Le montée royale. Police, ça n'a pas royale besoin d'être là. canadienne. Ce que je veux dire, c'est que le côté gens qui runnaient le territoire, c'était ces gens-là. C'est pas nécessairement des polices, mais c'est des gens qui runnaient le territoire canadien. En fait, Crown Agent, mais là, je te parlerai de ça plus tard, là, c'est une autre histoire. Ouais. Mais eux autres avaient des installations militaires, il y avait des installations dans ces places-là. Donc, les Esquimaux ont, comme à un moment donné, rencontré ces gens-là. Puis là, prenons un moment juste pour mettre Oui, peut-être une coupe de date là-dessus. Oui. Où, on est à peu près, selon toi, là, dans quelle date tu te souviens? Ben, il y a eu de la déportation. Aussitôt que Sa Majesté a pris le pouvoir en 54, je pense, si je me trompe Ça pas. ressemble là, à ça, parce que tu vois, il me semble que dans les années 53, me semble, en tout cas, quand il est rentré au pouvoir, l'année d'après, ou quelque chose comme ça, ils ont commencé déjà la déportation. de 53 à 55, le Rehabilitation Et Project, voilà. le projet de Et relocalisation des populations autochtones. Donc, ils ont fait ça à croire fait- à ces gens-là qui s'en allaient vers le mieux. Fait qu'on va vous rapporter. Ils sont allés prendre des gens qui vivaient dans une atmosphère plus ou moins froide. Ils n'étaient pas dans le pôle Nord, là. Ils étaient plus au sud. Ben, on n'en parle pas du sud, mais on veut dire, il faisait plus chaud. Comparé au Nord, Il au faisait Grand plus Nord, chaud. ouais, c'est ça. Ils sont allés les déporter là-bas pour qu'ils réapprennent à vivre dans le Grand Nord. C'est ça. Fait que dans les installations militaires qu'il y avait là, ces pauvres gens-là qui ont été dompés là, ils se sont fait dire des choses qui étaient absolument pas vraies. Fait que là, c'est comme, ils dompent là, puis toi, survis, mon gars. Fait que là, ça, c'est les forces du RCMP, entre autres, ou de la couronne. si on Ouais, veut. les forces de la couronne, on appelle les Forces mêmes, de la c'est plus couronne, précis. Plus ouais, précis, qui, eux autres, ont mis un projet sur pied d'aller relocaliser des populations autochtones. Absolument. Et puis là, toi, dans tes recherches, ce que tu as découvert, ou en tout cas la conclusion que tu as établie, c'est que c'était vu comme étant il y avait une couverture, ou si on veut, un lustre, de dire, ah ben ça va être bon pour eux autres parce qu'ils vont retourner dans leur habitat naturel, mais il y avait d'autres choses cachées. Ben, c'est parce que ça joue tout le temps deux rôles. C'est sûr que c'est sûr qu'ils veulent occuper le territoire, c'est certain, parce que le territoire est vide, puis là, ben, c'est supposément le Canada, puis là, il y a les Russes, il y a d'autres pays, là, tout dans le côté circumpolaire, là. Ouais. D'ailleurs, Marie-Aimée Simon, ça c'est une autre histoire, mais Marie-Aimée Simon a joué un rôle là-dedans, dans la conférence Mais on peut le placer circumpolaire, parce mais qu'on peut en reparler. Fait que c'est quoi son nom? Marie-Aimée Simon, Puis pour qui les est gens qui savent présentement pas, c'est la qui? gouverneure générale du Canada à l'heure où on se parle. Elle a joué Qui a un rôle... remplacé notre astronaute québécois, Julie Payette. Payette, C'est ça, je cherchais, Julie que Payette. supposément elle est épouvantable parce qu'elle chiole contre du monde. Ouais, C'est c'était un peu bizarre toi. cette affaire-là. C'est le dernier 6 mois. Là, regarde, ça c'est les médias, hein. On s'entend, c'est parce qu'elle... Ça sentait le spin à plein nez, ça. Là. Total. C'est clair. Je veux pas rentrer là-dedans parce que je connais pas les détails, mais c'est évident qu'ils te l'ont tassé de là parce que Trump s'est fait tasser. Ils ont tassé elle de là.
Puis ils sont allés mettre Mary May Simmons. Mais Mary May Simmons, c'est une épouvanterie. Fait que ça veut dire, présentement, moi, je la connais pas, May Simmons. Fait que là, elle, présentement, ça veut dire qu'elle doit être plus vieille, là. Elle doit être 60-70, quelque chose comme ça. Si tu dis que dans ce temps-là, oui, les années c'est quelqu'un 60... des années 70, pas des années 70, puis qui doit avoir 70 ans. En tout cas, je ne sais pas son âge, c'est pas important. Mais non, je sais, mais... Elle est plus vieille que moi. Elle est plus vieille que moi. Dans ce temps-là, dans le temps, si on retourne, si on retourne dans les années 50-60, elle, tu voyais qu'elle était déjà impliquée dans ces Elle a commencé officiellement à être impliquée dans les années 75, me semble, quand il y a eu des arrangements avec l'Hydro-Québec, puis le Nunavik, puis les Premières Nations dans ces coins-là. Elle s'est impliquée là-dedans. Mais elle, écoute, je peux pas compter son histoire mais, dans le total, je veux pas, parce que mais c'est juste le fun pour les gens qui s'intéressent à ça, de voir un peu l'histoire, le côté historique imbriqué. Regarde bien la patente qui est important. Ouais. Puis moi, c'est là-dessus que je vais focusser. Yeah. Imaginez-vous, regarde, imaginez ça, là. T'es dans le pôle Nord, t'es un Inuit, mais on s'est entendu que du papier puis des crayons, là, t'as pas ça, là. L'écriture, là, Inuit, là, désolé, mais il n'y en avait pas de ça. Il n'y en avait juste pas. Fait que dans les années 1800 quelque chose, il y a un Anglais, britannique, qui fait partie des services de Sa Majesté, qui était là, qui a essayé de construire, parce que ces gens-là ont un langage, ils parlent, ils comptent des histoires. Oui. Ils ont essayé de créer un langage écrit pour ces gens-là. La tradition orale, eux autres, de génération en génération. Oui. Ils ont voulu mettre ça en écrit. Mais ils auraient pu mettre ça en écrit, en anglais, en français, n'importe quoi. Non. Il a créé une langue, on s'est entendu, il crée des signes, puis des patentes, puis tout ça, pour représenter. Il existait déjà 2-3 patentes que ces gens-là pouvaient s'exprimer. Mais il n'y a pas de livre, là. Un livre inuit, là, il n'y a pas de ça. Ça n'existe pas. Ben là, ce gars-là, en 1815, je me souviens plus son nom, là, il a commencé à créer un langage inuit. Écrit. Ben, la Mary May Simmons, qui est à l'université, elle a fait ses grosses affaires là-dessus. Est allée, ils ont fini par établir une langue écrite pour ces gens-là. Moi, j'ai pas de problème avec ces gens-là aient une langue écrite. C'est juste qu'elle est synthétique. Elle n'est pas naturelle. Ça vient pas d'eux autres. Ça vient pas d'eux autres. Donc, un livre qui a été écrit en Inuit est nécessairement un livre que Sa Majesté veut qu'elle soit écrite en Inuit. Parce que l'Inuit lui-même, ils sont obligés d'enseigner cette langue-là à ces gens. Les Inuits, là, à l'école présentement, si les Inuits vont à l'école, ils vont apprendre une langue que Sa Majesté a créée, pas elle-même, mais je veux dire la structure a créée pour l'Inuit. Mais le pauvre Inuit qui est là, il apprend cette langue-là. Exact. Mais là, ces livres qu'il va avoir, là, ça va être des livres écrits par eux autres. L'agenda, potentiellement, des narratifs dans les livres et tout ça. Contrôle total. Mais c'est fou parce que pour quelqu'un qui tombe là-dessus, il y a des gens qui faire un lien, peuvent juste pas catcher que c'est possible que dans l'histoire, on travaille le narratif d'une population au complet avec de l'écriture. Je vais te ramener ça ici. Je vais te ramener ça au Québec bien raide. Carrément raide. Jadis, avant la création du ministère d'Éducation du Québec, le système d'éducation, c'est l'Église qui renaît ça. C'est l'Église. OK, c'est correct. Mais c'est pas ça l'histoire. C'est qu'on enseignait le latin puis le grec. Pourquoi? Parce que les livres anciens étaient écrits en latin puis en grec. Les livres qui étaient écrits il y a 100 ans puis 200 ans étaient en latin puis grec. C'est ça, parce que c'est le cours classique qu'on avait avant, c'est ça? Ah oui! Puis là, qui a été réformé, puis là, après ça, on est tombé l'éducation moderne. Là. Oui, ils ont enlevé ça de l'école. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a tout simplement pas... Non, mais imagine ça. Ça veut dire qu'on n'a plus, nous autres, là, parce qu'on n'a pas eu cette éducation latine et grecque, on n'a pas accès à ces livres-là. Exact. On n'est pas capable, parce que nous autres, on lit français. Bon, moi, je lis l'anglais aussi, mais je veux dire, la plupart du monde au Québec, ils lisent le français. Ben, ça veut dire que tu n'as plus accès à ton histoire. La connaissance. Ouais. De l'humanité, en fait. Ben, la mythologie, c'est ça, plus large. C'est exactement ça. Puis c'est volontaire, c'est voulu, ça a été créé comme ça. C'est ça. Puis là, c'est ça que moi, je trouve fabuleux. Puis tu sais, même encore aujourd'hui, moi, je jongle tout le temps entre deux chaises parce qu'il y a tout le temps une partie de moi qui est comme, mais c'est sûrement pas contrôlé tant que ça, tu sais, mais les faits, je peux plus le renier, mais mon côté bon garçon, peut-être, de pas vouloir brasser, de pas vouloir m'assumer comme ça, de dire, c'est ça, là. Tu sais, c'est difficile pour les gens de se l'avouer. Fait que je pense que, probablement que mon processus à moi représente une partie des gens qui se réveillent présentement à la manipulation plus large potentielle cachée. Mais il y a des gens d'un autre côté que ça fait tellement peur que la réaction est de se fermer
à ça, puis de nous attaquer nous autres parce qu'on s'assume. Fait qu'il y a une quelque part- polarisation. Là, Oui, très regarde bien, je vais essayer de rectifier quelque chose. C'est que on a une tendance à penser, on est contrôlé, il y a un contrôle. C'est pas tout à fait de même que ça marche. Un journaliste officiel, là, l'officiel, il fait son cours de journaliste à l'école, à l'université, blablabla. Là. Le journaliste, il va faire 3 ans d'université en communication, je sais pas quoi. Fait que lui, là, il apprend comment poser la bonne question. Mais ça, poser la bonne question, ça veut dire quoi? Poser la bonne question, pour lui, là, ça veut dire une question qui n'ira pas déranger l'establishment. C'est à ce niveau-là. C'est-à-dire que le pauvre journaliste qui est là, qui le lâche tout seul, puis s'en va faire sa job, lui, il fait sa job comme il l'a appris. Tu vas pas poser une question qui va scraper ta carrière demain matin. Puis l'affaire, c'est qu'il y a peut-être même pas des intentions, lui. Il apprend ça comme ça, puis la titre. Peut-être pas. Mais ce que je veux dire, c'est que le contrôle est subtil, puis c'est pas un contrôle. C'est dans l'éducation. J'appellerais ça une influence. C'est parce qu'on est tous quelque part influencés. Tout le monde est influencé, tu sais, par notre entourage, par nos amis, par tout ça. Osmose et tout ça. On est tous influencés. Mais il faut être assez conscient pour rester unique dans ce qu'on est. Puis ça, ben, il y en a moins de ça. Il y a quelques boutons noirs. Mais... C'est difficile, mais c'est parce que l'influence subtile, au travers du temps, a pu se faire dans tellement de différents domaines que c'est finalement les institutions qui sont transformées, l'éducation est transformée, et donc la connaissance historique de l'humanité est transformée dans des nouvelles bases, si on veut. Fait que là, les gens, ils apprennent ça. On va finir cette parenthèse-là, mais pour te donner un autre exemple de moi, dans mes recherches que moi j'avais faites avant, puis qui fit avec tout ça, c'est la médecine, mettons, les Ivy Schools aux États-Unis. Donc, puis j'ai pas recherché au Canada, mais j'imagine que c'est pareil. Mais toutes les grosses écoles de médecine, les facultés de médecine dans l'université et tout ça, ben, ils ont toutes des bibliothèques médicales, dans les universités. Fait que tous les médecins, ils ont accès à toute la littérature médicale, tous les livres médicaux, etc. Mais c'est filtré, ça. Fait que tous les médecins, les gens qui étudient en médecine, en anatomie, dans tous les domaines médicaux, eux autres, ils pensent qu'ils ont le meilleur. Ben, ils pensent. Fait que c'est ça l'affaire, c'est qu'ils vont dans la bibliothèque médicale de l'université, mais tout ce qui est alternatif, sciences naturelles, etc., les aspects psychosomatiques sur la maladie, c'est pas là-dedans. Fait que c'est considéré comme de la pseudo-science parce que c'est pas dans la bibliothèque médicale. Parce que fait que là, ça fait le lien. Moi, ce qui m'intéressait à la base, c'est tout le contrôle des journaux scientifiques, des publications revues par les pairs et tout ça. Moi, c'est de là que j'arrivais dans mes affaires. Okay. De comprendre le contrôle des éditoriales, de tout ça. Fait que tu sais, c'est à beaucoup de niveaux là-dessus. Fait que là, les médecins, eux autres, sont pas mal intentionnés. C'est pas les médecins, ils sont pas en mode complot. Ils font pas partie d'un complot. Les autres sont là, ils font ce qu'ils ont appris. Oui, exactement. Souvent, évidemment, il y a des gens mal intentionnés. C'est pour ça qu'il faut jamais vraiment dénigrer les gens. Il faut jamais virer les gens dans la boîte parce que la personne peut être juste une victime. Le pauvre policier, là, excusez-moi de dire pauvre policier, mais un policier qui vient te donner une étiquette parce que t'as pas ton masque, là. Ça se peut qu'ils savent que ce qu'il est en train de faire, c'est ridicule. Mais ça se peut qu'ils le savent pas. Exact. Ça se peut qu'ils pensent qu'il est en train de sauver les autres parce que t'as pas ton masque. Ben, c'est ça. C'est fou, là, mais c'est à ce point-là con. Là. C'est à ce point-là. C'est pour ça que tu peux pas dire tu peux pas le savoir tant que tu le sais pas. Écoute. Fait que c'est le jugement. C'est pour ça qu'il faut traiter les gens. Là, on est dans une autre affaire, mais selon leurs actions. Ouais. Puis tu peux pas présumer de l'intention de quelqu'un avant de le savoir. Moi, je l'ai vu par les deux, leur action et leur intention. Si quelqu'un me fait de merde, puis qu'il se rend pas compte qu'il me fait de merde, ben je peux pas y en vouloir, il sait même pas. Exact. Tu sais, le fameux... Tu vas pouvoir y en vouloir après. S'il répète ça un coup qu'il sait... Ben, oui, c'est ça. Là, c'est la même game. Là, on est dans une autre dynamique. Excusez-les parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Là. C'est qui? Un de mes chums, là, Jésus, là, qui disait... non, mais ce que je veux dire, c'est que... non, mais c'est ça. C'est qu'il disait, excusez-les, père, ils savent pas ce qu'ils font. Exact. Et, quelque part, c'est vrai, là, ces gens-là qui font une affaire de même, ils se rendent pas compte, là. Tu sais, le gars qui est tout seul dans son char aujourd'hui, là, puis qui a un masque en face, là, il faut-il qu'il ait peur, là? Il écoutait TV longtemps, là. Ben, c'est ça. En tout cas, Non, mais c'est fascinant. On va revenir. Mais c'est parce que le lien, tout ce qu'on vient de faire, c'est super important pourquoi c'est important pour moi de donner la parole à quelqu'un comme toi qui comprend tout ça. Puis ça met aussi la table de toute
les liens qu'il y a entre toutes les différentes choses importantes pour ton analyse à toi, puis l'angle de ma série complète aussi. Puis moi, là, tu vois, tout ce que tu viens de dire, pour moi, c'est parce que ça fait un synonyme. Tu sais, tu m'as montré tantôt, tu as un article que tu as écrit sur l'aspect scientifique, mais sur les solides platoniques, puis la géométrie et la science naturelle. Fait que pour moi, donc, tu sais, l'aspect puis on va en parler aussi un peu plus tard dans notre autre épisode. Et le titre, c'était « Pourquoi les bulles de savon sont plus intelligentes que vous ?» C'est le titre de l'article. Ouais, bon, on en parlera peut-être, mais je le sais pas. Mais l'aspect géométrique de ça, c'est l'aspect des lois naturelles. Oui. Et puis ça, c'est que ça fait le lien avec ce que tu viens de dire. Pour moi, c'est l'aspect même à la limite scientifique et spirituel du respect de la souveraineté de l'individu. Oui. Et que tant que tu n'as pas les informations, tu peux pas condamner quelqu'un, tu sais. Puis ça, c'est le système de justice qui est supposé être occidental, de dire innocent jusqu'à preuve du contraire. Et voilà. Et puis là, il y a comme toutes sortes de renversements autour de ça. Fait que, tu sais, même la justice est mélangée dans tout ça, tu sais, dans même le côté historique et tout ça. Fait que moi, je trouve que c'est des super belles parenthèses. Fait que gêne-toi pas pour en faire. Mais comme tu as dit, revenons au Nunavut et à cette histoire-là. Parce que dans l'article que tu as écrit, je sais pas à quel point qu'on peut parler de ça, mais tu sais, tu as même, pas t'accuses, mais selon toi, c'est des crimes graves des grave, agents de la couronne qui font. Tu as même parlé. Là, le monde meurt là-dedans. Là. C'est ça, tu as même dit que s'il y avait comme un tribunal de Nuremberg, que la couronne, les agents de la couronne, elle passaient. Écoute, moi, tu me mets là-bas à moins 50 en plein hiver, là, je crève. C'est sûr. Je connais pas ça. Moi, comment ils vivent à moins 50? Ben, ces gens-là, ils vivaient peut-être à moins 20, mais là, à moins 50, ils vivent plus. Là. Il y avait du monde. Écoute, il y avait une directive dans l'armée canadienne, parce qu'il y a des bases militaires là-bas. Il y a une directive dans l'armée canadienne qui disait « Ne nourrissez pas les Inuits. » Ils venaient manger dans les poubelles. C'est monac, à ce monde-là, il se meurt de faim. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Il ne fallait pas qu'ils mettent de nourriture dans les poubelles parce que les Inuits venaient manger la nourriture dans les poubelles. Il faut-tu être désespéré, c'est monac? Mais c'est inhumain d'avoir fait ça. C'est inhumain d'avoir fait ça. La chose que tu disais, c'est que... Carrément. Ils faisaient ça, mais ils disaient que c'était pour leur bien-être. Ben oui, pour réapprendre. En vie avec la nature, selon leur propre culture. Ben oui. C'est complètement fou, cette affaire-là. Là. C'est malade. C'est complètement... Tu vois, j'avais noté, c'était le ministre des Ressources et du Développement, je pense, le titre en français, qui s'appelait le Major général Hugh Andrew Young. Parce que tantôt, tu parlais de la RCMP, qu'il avait commandé ça au RCMP. Puis le lieutenant-commandant Ben Jester Sivets, qui était lui basé à Halifax, que tu disais qu'il était un franc-maçon avoué ouvertement, qui lui était ensuite nommé officier de l'ordre de l'Empire britannique en 1945. Fait que là, c'est ça le lien. Ben, c'est les courroies. Écoute, c'est les courroies. C'est ça qui est intéressant dans ça. Les courroies transmises. Écoute, tu ne peux pas être quelqu'un dans la société d'aujourd'hui sans être dans un organisme quelconque. C'est-à-dire que tu peux même pas être un élu. Là. Va ici au Parlement, là. Parlement de Québec, mettons, parce que là, on est à Québec, va au Parlement de Québec, prends tous les élus qui sont là. Il n'y a pas un élu là-dedans qui n'est pas dans une organisation quelconque. Ne serait-ce que la FEAS. Tu sais, je veux dire... Ne serait-ce que là? La FEAS. C'est laquelle, ça? C'est comme des tricoteux, là. C'est des... OK. Mais c'est rien, mais... C'est pas rien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est banal dans le sens que c'est pas une entité politique. C'est juste ça que je veux dire, là. Ouais. C'est bon. Ce que je veux dire, ils font tous partie d'un organisme quelconque parce que tu peux pas être là sans que il y ait des gens autour de toi qui te connaissent puis qui peuvent dire lui est comme ça, puis avoir une influence à personne. Ça n'existe pas. Tu peux pas. Tu te rapprocheras même pas, tu seras jamais élu. Tu pourras même pas être candidat si tu fais pas partie d'une patente de même. Tu es en train de me dire que même la petite Catherine Fournier, là, qui a quitté le PQ puis qui est rendue mairesse de Longueuil, est-tu dans un organisme aussi? Je suis sûr qu'elle fait partie d'un organisme quelconque. Pour ça que je dis quelconque. Ça peut être n'importe quoi. Il n'y a pas d'accusation. Ça peut être kiwaniste, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. J'avais le colon, n'importe quoi. Les mousses, n'importe quel mot, tu as des organismes qui existent, c'est sûr qu'elle est membre d'un organisme quelconque. Sinon, tu ne peux pas être élu. Tu seras jamais élu. C'est super. Pas dans le système actuel. Okay. Impossible, parce que c'est le même qui finissent par contrôler, puis runner, puis avoir une influence, puis blablabla. C'est comme ça. En tout cas, c'est un à côté. On est encore dans les Inuits. Non, mais c'est lié parce que ça fait le lien un peu avec l'histoire des réserves naturelles, en fait. Parce que, bon, tu sais, t'avais le move pour la relocalisation de ces peuples-là ici. Ouais. Mais là, je veux comme imbriquer avec ça l'histoire des États-Unis
avec le Canada, parce que dans cette période-là, là, on est dans le temps des années 50, là, il y avait comme la montée de John F. Kennedy aux États-Unis. Et puis, lui, dans le fond, il arrivait, puis là, lui, il avait des intentions pour développer avec des alliés au Canada des projets communs, je pense, pour l'énergie, puis pour développer l'humanité, du développement énergétique. Des choses bénéfiques pour tous les êtres humains. Ouais. Exact. Fait que là, quand tu tombes dans tout l'univers américain, John F. Kennedy, tout ça, ben là, évidemment, il y a toute la notion autour de ça, de la CIA, puis de ces affaires-là. Puis là, tu parles de courroie de transmission. Fait que là, on est là-dedans aussi, les agences d'intelligence et tout ça ici. Et puis là, il y a un organisme que tu as nommé dans cet article-là qui est intéressant, qui est le World Wildlife Fund. Oui, c'est le WWF, oui. Oui, exactement. Qui, ça, est quelque chose, dans le fond, qui est utilisé, dans le fond, pour la création de réserves naturelles aussi. Fait que là... regarde, je chaud dedans, patente. Je chaud dans la piscine. Quel est l'endroit premier au Canada? Ben, même au Canada. En tout cas, au Québec. Là, je ne peux pas le réduire. Au Québec. Quel est le premier endroit qui a été un endroit protégé par Sa Majesté, là, comme étant, il y a des bébites là qui sont, faut protéger, faut tout protéger. J'ai aucune idée. Le parc Forillon. Ah, OK. Le bout de la péninsule gaspésienne. Pourquoi? C'est stratégique parce que c'est un observatoire pour ce qui se passe dans le Saint-Laurent. Ah, ben oui, évidemment. Quel est le deuxième? Deuxième territoire protégé par le Wild Wildlife Fund, la gang du Prince Philippe et Prince Bernard. Quel est le deuxième? Un autre endroit stratégique. Le côté du Mont-Saint-Hilaire qui donne sur la rivière Drela où ce que justement les gens qui venaient des États-Unis pour faire l'invasion passaient. C'est juste une protection, c'est-à-dire que c'est un territoire que nous autres, on se garde. Nous autres, les oligarches, on se garde pour être capable d'observer ce qui se passe. Parce que les autres sont dans une mentalité... C'est un power of the sea. Hein? Le pouvoir de la mer. Le pouvoir de la mer. Ben, ces gens-là pensent de cette façon-là. On pense, depuis tantôt, puis dans ma série, on pense à l'Empire britannique. Oui, l'Empire britannique est le pouvoir des eaux, la navale, le pouvoir naval. Bon. Et puis là, c'est la mer du commerce, parce qu'il y a toutes les lois autour de ça. C'est fou. Le premier parc Forillon, observatoire pour ce qui se passe dans le Saint-Laurent. L'autre, c'est le côté du Mont-Saint-Hilaire, où ce que tu vois la rivière, je me souviens plus du nom, désolé. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que puis là, je ne sais pas si troisième, quatrième, j'ai aucune idée, mais l'embouchure du Saguenay, c'est full protégé. Tout le coin-là, c'est full protégé. C'est full protégé partout. C'est stratégique, c'est juste stratégique. Ça n'a pas rapport avec la bébite qui est en train de se mourir dans le coin. Là. Ça n'a aucun maudit rapport avec ça. Là. Aucun rapport avec ça. C'est ça qui est le fun, c'est quand tu vois ça dans cet angle-là, c'est que c'est toujours stratégique. Puis là, quand tu l'assumes, tu as juste besoin d'assumer une chose. C'est de dire, ben, il y a des entités qui contrôlent puis qui ont des intérêts cachés que nous autres, on ne sait pas c'est quoi quand tu ne cherches pas. Puis à partir de là, tout peut se voir dans cette lentille-là. C'est super intéressant. Je vais t'en donner un autre, puis là, c'est un petit peu une curve que je vais t'envoyer. C'est que... Ouais, puis après ça, je veux qu'on lit ça avec OK, Maurice, on va rester là parce que c'est trop... Ouais, non, c'est ça. Non, vas-y. Non, shoot-moi ça, ta curve. Moi, les curves, c'est parce que tantôt, tu parlais des médecins dans leur bibliothèque qui étaient de la médecine officielle. Terre à terre, bang, bang. Là, bon, le pauvre médecin, c'est ça qu'il y a dans sa bibliothèque, donc c'est ça qu'il lit, tu sais. Mais il s'est fait la même histoire ici, dans le début, là, quand les bibliothèques, là, la bibliothèque publique, ça n'existait pas. C'était l'Église qui renait bibliothèque. Là. Si tu voulais une bibliothèque, il fallait que tu y ailles dans les monastères, pas un monastère, mais en tout cas, où ce que les gens de l'Église, il y avait des livres et tout. C'est sûr que des livres de francs-maçons n'étaient pas là. Puis il y avait plein de livres à l'index. Ça, c'est vrai. Ouais. Sauf que quand ils ont créé les bibliothèques publiques, ben, je te challenge présentement de trouver un livre dans une bibliothèque publique qui est pro-Église catholique. C'est ça la Il n'y en a pas. C'est ça. Ils sont pas là. Il n'y en a pas. Ils les mettent pas là. Parce que c'est la franc-maçonnerie qui run une bibliothèque publique. Fait qu'ils n'iront pas te mettre une patente comme ça. C'est pour te donner une idée. Là. Je ne suis pas que je suis en train de faire la... Ouais, gong. C'est pas ça. C'est la manière que c'est contrôlé, c'est que toi, tu es là, il y a des milliers de livres. Mais trouve-moi un livre là-dedans qui est pro-Église catholique et tabarslac. C'est intéressant parce que ça fait le lien avec la Révolution tranquille. Ben oui, ben absolument. Puis le fait qu'on a création de ministère d'éducation, toute la patente, enlever le latin, enlever le grec, enlever la géométrie, mettre de l'abjab qui veut rien dire, enlever la musique. C'est moi, fou, je saisis ta balle courbe, puis on va l'approfondir un peu, juste pour le fun, en 2 secondes, parce que je voudrais savoir, est-ce que tu connais Nomos TV? Non.
OK, c'est Non. pas grave. Ok. C'est un média web Ok. super Oh, nationaliste. Nomas! Le nom me dit Nomos. quoi? Ouais. C'est un gars qui s'appelle Alexandre Cormier-Denis, Ouais, avec ouais, Philippe peut-être, Plamondon. mais non, je connais pas. Ils sont sur le web uniquement, tu sais, Ouais. mais ils sont super populaires au Québec, puis en France aussi, puis en francophonie, un peu en Belgique et tout ça, parce qu'ils sont super nationalistes, tu sais. Mais lui, tu vois, son angle, puis ce qui fait qu'il est populaire aussi, c'est que lui, il critique fortement la Révolution tranquille, parce qu'il dit que la grande noirceur avant, on ne retient juste le négatif du catholicisme. Ben ouais, ben ça, c'est vrai. Puis ça, c'est Oh, ce que c'est tous vrai, les nationalistes ouais, ouais. québécois modernes, civiques, si on veut, Ouais, ouais. ils ne voient juste que du négatif dans la religion, alors qu'il y avait beaucoup de positifs. Fait que je me demandais, toi, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est quoi ce que tu as dénoté par rapport, mettons, au catholicisme au Québec? Écoute bien ça. L'Église catholique est un ramassis de toutes sortes d'affaires. C'est-à-dire que quelqu'un a déjà demandé à Duplessis, comment vous avez fait, M. Duplessis, pour être au pouvoir 15 ans de temps? Faites réélire une fois, 2 fois, 3 fois, tu sais. Il dit, je me suis arrangé pour que les dominicains se battent contre les jésuites. C'était sa réponse. Hein? Vous voulez dire, l'Église catholique, c'est pas monolithique. C'est comme on regarde la Chine aujourd'hui, là, tu dis, la Chine. C'est pas la Chine. Ouais. Ben, les États. Non, c'est pas les États-Unis. Tout est factionnel. Tout est factionnel. Puis dans l'Église catholique, c'est la même affaire. Fait que, regarde bien ça. John F. Kennedy, catholique, tué. Robert Kennedy, catholique, tué. Daniel Johnson, mort de façon extrêmement suspecte. Même il y a des gens qui disent qu'ils ont été tués. Ce que je veux dire, c'est que c'est des catholiques. Mais il y avait un... Puis il y a plein d'autres qui ont été tués, qui étaient des leaders qui ont été tués, qui étaient nominalement catholiques. Moi, ma version, c'est qu'il y avait un groupe à l'intérieur de l'Église catholique que je ne connais pas, que je ne suis pas capable de mettre un nom dessus ou être dans l'affaire, je ne le sais pas, mais il y avait un lien là, à ce niveau-là. Des gens qui étaient pro-développement, full humain, il y avait ça, ça existait ça à l'intérieur. J'ai aucune idée c'était qui, je ne sais pas, mais ça existait. Puis Johnson faisait partie de ça, puis De Gaulle aussi, puis Kennedy, puis j'ajoute. Tu penses que ça même, passait plus par le catholicisme? Tu penses que le lien était plus par le catholicisme que, mettons, par la franc-maçonnerie? Maudit, oui, ça c'est clair. Absolument. Clair. Oui. Moi, le lien que moi je vois, puis est-ce que je t'ai coupé, je pense que tu allais rajouter d'autres choses. J'allais juste rajouter que c'est. Comment je peux dire ça? C'est nominalement catholique. C'est-à-dire que c'est une opération du Vatican. Ouais. À quelque part dans une gang. Parce que écoute, c'est pas monolithique. C'est des groupes qui datent de centaines et des centaines d'années. Là-dedans, il y a un ramassis de toutes sortes de monde. Il n'y en a aucun qui trosse l'autre. C'est tout le temps en grande bagarre. Là. Exact. Ben, il y a quelque chose qui a eu de bon à quelque part qui a créé les années 60 et le développement qui s'est fait au Québec et dans plein d'autres pays. De Gaulle était comme le chef de file de ça. Je sais pas c'est quoi cette affaire-là. Ça, c'est intéressant mais parce c'est que réel. là, on parle de les années 60 puis Ouais. ce qui a mené même ici à notre révolution tranquille Ouais. après. Fait que là, ça, c'est la révolution qu'on appelle contre-culturelle. Fait qu'il y a le bon là-dedans, le côté... Est-ce que toi, tu l'associes partiellement au côté amour, unité, peace and love, égalité, avant que ça se fasse twister pour être décadent, sex, drugs and rock and roll, que là, ça aurait été réutilisé négativement? Je ne le mettrais pas dans ces termes-là, moi. Non? Parce que moi, comment tu le placerais, toi? Parce que quand tu dis qu'il y a quelque chose de bon oui, qui a été perverti, right? Ça a été instrumentalisé par la suite. Oui. Moi parce que je fais le lien parce que là, j'en parle présentement dans mes épisodes présents en lien avec la révolution qui se passe au niveau des troqueurs puis le réveil collectif. Moi, ce que je vois, mettons, si on parle des troqueurs, l'unité, l'amour, il y a un côté... rassembleur, amour, peace and love. Incroyable. Moi, mon lien, il est peace and love c'est vrai, positif. C'est vrai que c'est présent. Avec les années 60. Mais il y a comme eu... Ben, Woodstock. Woodstock. Woodstock, mais le Woodstock, tu sais, oui. Parce qu'il y a comme... On dirait qu'il y a comme deux réalités aux Beatles. Il y a comme deux réalités à Joplin, Hendrix, tout ce mouvement-là, Led Zeppelin. Il y a tout le côté beau, amour, peace and love, hippie, tu sais, qui était un côté, c'était quand même un côté libérateur, non? De prise de conscience, de OK, on est plus grand que juste nous autres, on peut s'aimer, peu importe t'es qui, fuck la guerre au Vietnam, etc. Fait qu'il y a comme un côté beau, puis il y a un moment où est-ce que ça marche moins.
Puis là, moi, cette division-là, j'ai de la misère à la catcher. Fait que je sais pas, toi, qu'est-ce que ça te dit? Je ne sais pas comment, je saurais même pas comment l'élaborer. Je pense que cette division-là, elle existe depuis que le monde est monde. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de voir l'humain. L'humain est mauvais ou l'humain est bon. Il y a des gens aujourd'hui qui disent l'humain est mauvais, on devrait tous disparaître de la Terre pour rester à petite bébite survivre. Je veux dire, l'humain fait partie de l'humanité. L'humain est humain. Donc, ça veut dire que même si on tue une petite bébite, c'est normal qu'on tue une bébite. Le lion, il mange la gazelle, puis c'est normal, tu sais. Moi, je vais aller à quelque part, je ne sais pas si on peut faire ça dans le contexte. C'est super le fun. Ouais. Non, mais écoute, regarde bien où est-ce que je m'en vais avec ça. C'est super important. Enlève l'humain sur la Terre. Il n'y a plus d'humain. Il n'y en a pas. Il n'y en a juste pas. Tout arrive en secours volante. Tu regardes l'humanité, il n'y a pas d'humain. Il y a juste une Terre, puis les lions mangent la gazelle, puis la patente. Tu regardes ça comme ça, de cette façon-là. Ben, est-ce que le bien et le mal existent? Est-ce que le bien et le mal existent dans une place où il n'y a pas d'humain? C'est-à-dire que là, tu arrives sur une place où ce que tu vois, la gazelle, c'est cruel en maudit, là, elle se fait bouffer par le lion. Là. C'est vraiment, mais vraiment cruel. Là. Mais est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Ben, la réponse de ça, c'est que c'est normal. Ouch. Aïe, aïe. C'est pas que c'est bien que c'est mal, c'est normal. Pour que le bien et le mal rentrent en ligne de considération, il faut que tu apportes l'humain. Aussitôt que l'humain rentre en considération, c'est là que le bien et le mal commence à exister. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que la définition du bien et du mal vient du fait que est-ce que tu es pour que l'humanité se développe ou est-ce que tu es pour que l'humanité s'élimine? Si tu es pour que l'humanité s'élimine, c'est mal. Si tu es pour que l'humanité flouriche, continue, avance, c'est bien. Ouais. Ben, et de là, moi, ma vision personnelle présente, c'est ça. C'est de même c'est de cette façon-là que je fais la différence entre le bien et le mal. Ce que tu fais comme action, ça aide-tu l'humanité? Es-tu en train d'aider des humains ou est-ce que tu es en train de les virer dans la boîte? C'est de même que moi, là, c'est mon cheval, c'est ma tranche qui dit bien ou bien mal, c'est ça la balance. T'es-tu pour une humanité qu'elle croise, qu'elle devienne grande? Ou est-ce que tu es pour l'éliminer? La tranche est là. Exact. Fait que si tu vois une action qui est pour accroître l'humain, c'est bien. Si tu vois une action qui est en train de détruire l'humain, c'est mal. Point final. Juste là. Tu n'as même pas besoin de religion. Tu n'as même pas besoin de aucune mot à dire de religion. Est-ce que c'est bon pour l'humain? Oui, c'est bon. Tu es en train de faire le bien. Est-ce que c'est mauvais? C'est mal. Ouais, écoute, c'est le meilleur résumé qu'on peut avoir. Moi, je suis 100% d'accord avec ça. C'est fascinant, tu sais, parce que, écoute, là, on pourrait jaser des francs-maçons puis toute cette période-là pendant longtemps, mais en bout de ligne, moi, l'aspect finalement que ce que tu viens de dire, que je mets avec, mettons, le point que j'ai amené avant, c'est que le moment de l'histoire, il y a des... En fait, il y a tout le temps, dans l'histoire, évidemment, il y a tout le temps les gens qui font partie de l'histoire, puis ça, c'est dans la période géographique, en accordance avec, mettons, une culture, qu'on enregistre son histoire. Puis là-dedans, il y a une distribution des gens des deux côtés. Fait que dans ça, il y a des gens qui veulent, comme tu dis, que l'humanité fleurisse. Puis dans ça, il y a des gens, probablement, qui ont des intentions plus néfastes là-dessus. Voilà. Fait que le même mouvement, finalement, comporte ces deux types de personnes-là. Fait qu'un mouvement peut partir du bon côté, puis après ça, être ressaisi par ceux du mauvais côté pour l'utiliser. Ou un mouvement peut être négatif. Je suis d'accord. Puis d'un autre côté, à un moment donné, les gens qui veulent fleurir l'humain vont prendre le mouvement, vont dire non, nous autres, on flippe ça. 100% d'accord. Pas de trouble avec ça. C'est super intéressant. Fait que, ramenons ça là, sur... on est loin de notre sujet. Là. Oui et non, parce qu'on est dans le bout de la révolution des années 60. Fait que ça fait toujours le lien avec JFK, John F. Kennedy, qui était vraiment une figure importante de toute cette période-là, avant sa mort ici. Fait que ce que je veux te ramener, c'est que je veux revenir, donc le développement du Nord, les projets communs entre les États-Unis et le Canada au travers de quelqu'un comme JFK potentiel, et que dans le excuse-moi, je regarde le nom. Donc, le rapport en 94 est sorti par la Commission royale des peuples aboriginaux, donc les Aboriginal People. C'est ces affaires-là, là. C'était eux autres, ça. Là.
C'est ces rapports-là. Là. Ah, c'est ces rapports-là? C'est ces rapports-là qui ont sorti. Là. C'est en 94? Ou quelque chose dans ce point-là? Ouais. Désolé de ne pas être dans la caméra, là, mais c'est ces rapports-là. Là. On est OK. 94, il me semble qu'on Fait est que là. ça, c'est le agreement. Quand ils ont clenché ça, oui. La fête du Nunavut et tout ça. Là. Les affaires indiennes et du nord du Canada. Je vais le montrer ici pour le fun, à la caméra. Parce que là, l'affaire qui est le fun avec ça, c'est que... C'est parce qu'il y a eu Il une y a des commission. choses que... C'est ça, la commission qui a remarqué plein d'affaires. Puis donc, dont le traitement, en fait, des Inuits aussi. Parce qu'il n'y avait pas juste le fait qu'on les a remis dans une zone complètement où est-ce que les autres voulaient probablement même plus être nécessairement, mais on les traitait d'une façon incroyable. Il y avait quand même des tags, puis il y avait des numéros associés avec ces gens-là. Là. C'est ça l'affaire. Absolument. Écoute, c'est inhumain ce qu'ils ont fait à ces gens-là. C'est inhumain. Ils les ont traités comme des bêtes et ils les traitent encore comme des bêtes parce qu'ils sont dans des enclos qu'on appelle des réserves. C'est ça l'affaire. Ils les calissent dans des enclos. Moi, moi, j'accepte pas ça. Regarde, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, Minou, il l'appelait Minouet, Minou, ça dépend de quel texte que tu lis. Mon arrière-grand-mère faisait partie des Premières Nations, la tribu des Malécites. Ça vient de bas du fleuve ici, là, les côtes du côté sud du Saint-Laurent. Mais ce que je veux dire, c'est que ces gens-là étaient là, c'est sûr que ces gens-là étaient là avant que les Français arrivent, ou les Anglais, ou même les Vikings. Tant qu'à ça, si on peut mettre ça dans si on peut aller aussi loin que ça. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était des humains quand même. C'était des humains. Donc, il faut que tu les traites en humains. Mais tu ne peux pas prendre ces gens-là pour dire c'est des animaux. C'est des humains. Ils n'ont pas la même culture que toi. Ça se peut que leur culture soit... Parce que moi, je mets pas... Toutes les cultures sont bonnes. Non, c'est pas tout équivalent. Exact. Il y en a des meilleurs que d'autres, là, c'est clair, là, tu sais. Si tu commences à une culture où tu brûles plein de monde, ou ben tu fais un paquet de sacrifices, là, excuse-moi, mais ta culture, elle a un petit problème. Là. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que faut quand même que tu traites l'humain comme étant un humain. C'est super intéressant, non? Parce que ce que tu viens de dire, je l'avais noté ici, c'est le lien entre... Le parallèle entre la culture identitaire ou l'identitarisme qu'on appelle aujourd'hui le wokisme depuis 1 an à peu près. Dans les médias, tout le monde connaît ça. C'est le relativisme moral, de dire que tout le monde est égal, tout le monde est bon, puis peu importe ce que tu fais, on peut pas juger. Il n'y a plus de vérité dans ces affaires-là, il n'y a plus de réalité, plus de vérité. Ça marche pas. Là. La postmodernisme ou le relativisme moral, c'est pas la même chose que ce que tu dis. Tout ce que tu dis, c'est que tout le monde doit être traité égal. Mais jusqu'à preuve. C'est parce que la manière que tu le dis, c'est pas tout à fait correct. Non, exact. On est tous. Faut être traité en humain. On est humain, donc tu es traité en humain. Égal, moi, le gars qui vient faire le vol de banque, tu le traites pas comme chose qui vient de donner le bouquet de fleurs. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Ah ouais, je veux dire. Ce qu'on disait un peu au début, tout le monde est humain, tout le monde a la même valeur, jusqu'à preuve du contraire. En tant qu'humain, on a tous le même potentiel. Le même potentiel, exactement. Est-ce qu'on est tous équivalents? Mais non. Pas tout à fait. Mais non. Mais on a tous le même potentiel en tant qu'humain. Exact. C'est super intéressant. Fait que dans le fond, là, il y a eu toute cette affaire-là. OK, donc on a même numérisé à la limite les Inuits, les populations esquimaux, comme du bétail, à la limite, comme tu disais tantôt. C'est des numéros, on a fait tout ça d'affaires pour eux. Horrible question. Puis là, le parallèle que je trouvais super intéressant, puis c'est là que je veux ramener le tout vers la clôture de cet épisode-là ici, c'est que pendant qu'il y avait ça ici, ben avant, il y a eu la même chose aux États-Unis avec l'importation puis l'esclavage et tout ça dans le sud. Oui, absolument. Fait que là, le parallèle que je trouvais intéressant, je sais pas si tu te souviens de ce que tu avais écrit dans ton article là-dessus, c'était que qui contrôlait les deux. Fait que c'était comme quasiment 2 formes de plantation un peu d'un côté. Tu veux-tu peut-être dire un peu c'était quoi ta pensée là-dessus par rapport aux esclaves dans le sud-sud puis à nos esclaves ici dans le nord-nord? C'est parce que c'est similaire. C'est parce qu'ils considèrent pas... C'est parce que l'humain est différent de toi, c'est pas un humain. Ça marche pas, là. La couleur que ça voudra, que tu aies les cheveux, les yeux tirés, n'importe quoi. Un humain, il y a plusieurs sortes d'humains, mais on n'est pas une bête. L'humain a quelque chose de plus que la bête. C'est pas la même affaire. Une bête, c'est une bête, un humain, c'est un humain. Puis ces gens-là, c'est pas des bêtes, c'est des humains. Que ça soit un noir, que ça soit un Inuit, les yeux tirés, avec la face poignée par le soleil, parce que c'est des humains.
On est tous égaux en tant qu'humains. Puis pour Puis ramener il faut ça qu'il dans... y aille chercher l'humanité à l'intérieur de ces gens-là. Ouais, Puis exact. moi, ce que je déplore monumentalement et horrible, puis je dénonce ça le plus haut possible, c'est de dire, lui, l'Inuit, là, non, il n'a pas le droit, lui, là, d'avoir un ski... Théoriquement, là, un skidoo, ça serait pas correct. En théorie, selon Sa Majesté, là, l'Inuit n'avait pas le droit d'avoir un skidoo, parce que c'est un Inuit. Puis un skidoo, c'était fait par Bombardier, ici, au Québec, puis... Non, là, c'est pas un Inuit, là. Donc, t'as pas le droit d'avoir ça, tu es un Inuit, t'es supposé d'aller chasser, puis d'être avec des... Tu peux pas évoluer. Non, mais c'est ça, c'est ça. justement, c'est que ça marche pas de même, la vie, là. Tu peux pas faire ça de anglais, ils même. appellent ça le Tu bigotry peux of pas low faire ça de même. expectations, donc la discrimination des faibles attentes. Ça n'a pas de bon sens. Comme si les Ça a Inuits, pas de eux bon autres, ils sens. pouvaient pas vouloir la modernité. Ben, c'est sûr qu'ils veulent, ils sont descendus vers le sud. Il a fallu qu'ils déportent. Ben, c'est ça. voyons donc. C'est sûr qu'ils veulent venir vers le sud. C'est bien plus facile à vivre vers le sud que d'être pogné à moins 50. En plein plan. C'est certain. Lui et sa culture, à quelque part. Écoute, nous autres, même Québécois, un gars de la Floride là, qui voit un Québécois, il dit Chris, qu'est-ce que tu fais ici? T'es en plein hiver, toi, tabarnak, viens-t'en là-bas. Ouais. Ils en reviennent pas qu'on soit ici en plein hiver. Nous autres, on dit, nous autres, c'est normal. Là. Ben, les Inuits, ils disent, ma affaire, lui, il est pogné là-bas, puis il sait pas, lui, que la Floride existe. Là. Ben, aujourd'hui, oui. Ouais, mais je veux dire, dans le temps, il sait pas là, que la Floride, ça existe. Là. Il sait pas, lui. Fait que c'est... Comment je pourrais dire ça? Il faut vraiment être capable de voir l'étincelle divine dans chaque être humain. C'est absolument la base de tout ce qu'on est. C'est la base de ce qu'on est. C'est très cool. Je pense que ça va être la conclusion de l'épisode. Puis On je est veux, un peu loin de la chose, mais bon. Non, pas du tout. On est directement là parce que l'étincelle divine, en fait, moi, ce qu'on peut rapper le tout ensemble, c'est que ça me fait penser à la genèse, justement, de la Constitution américaine. Donc, faite sur l'image de Dieu, que chaque humain a le droit, est fait sur l'image de Dieu et a le droit à la poursuite du bonheur et puis liberté, la vérité, liberté et le bonheur, je pense, quelque chose comme ça. Là. Tu vois, je connais même pas mes documents par terre, mais tu sais, toute la différence fondamentale de pourquoi que les Américains se sont unis puis se sont rebellés contre l'Empire britannique, c'était pour mettre ça au centre de leur nation, que l'humain n'est pas soumis à l'oligarchie, à l'aristocratie, mais qui est divin en soi. Fait que ce que tu viens de dire, ça fait totalement le lien avec ça. C'est une composante divine qu'on a. On y en a qui disent on a l'étincelle divine. Il y a un côté. On n'est pas Dieu. Hein. Moi, je n'embarque pas dans la patente de ce que dire l'humain est Dieu. Oublie ça. Non, il n'y a pas un humain qui est Dieu. Est-ce qu'on est une créature de Dieu? Oui. Est-ce qu'on est une créature de l'univers? Oui. Est-ce qu'on peut s'approcher de la vérité? Oui. Est-ce qu'on est la vérité? Non. On ne pourra jamais l'être. Comme le cercle, là, en géométrie, là, le cercle, il n'y a pas un maudit polygone qui va devenir un cercle. Exact. Ça n'existera jamais. C'est deux entités différentes. Rajoute autant de côtés que tu veux. Exact. Mais plus tu as de côté, plus tu vas t'en rapprocher. Tu t'en rapproches d'une certaine façon, plus que tu mets de côté puis tu t'en rapproches, mais plus tu t'en éloignes. Parce qu'un cercle, ça n'a pas de côté. En fait, ça en a un. Exact. Donc, le triangle est le plus proche. C'est fou à dire. Là ça fait franc-maçonnique ce que je dis là. Non, ça n'a pas rapport. Mais non, mais c'est parce que c'est la géométrie. Pour moi, je vois tout en géométrie. C'est qu'un cercle, ça n'a pas de côté. En fait, ça n'en a rien qu'un. Puis le triangle, c'est la figure géométrique qui est le plus proche, donc il y en a un trois. Ouais. Si tu enlèves la ligne, parce que tu as la ligne centrale. La ligne, c'est pas une figure géométrique. C'est ça, exact. Mais c'est la construction géométrique. C'est la base de la construction géométrique. Hey, mais non, mais c'est malade, c'est drôle. T'as comme ramené ça, ça me fait penser à 8 affaires en même temps. Mais c'est très cool parce que pour finir là-dessus, cet épisode-là qui c'est fantastique, tout ce qu'on amène aujourd'hui, je trouve en tout cas. Puis encore merci. Mais pour finir sur l'aspect de la division versus l'unité, puis ramener ça avec notre aspect national, canadien et québécois, en lien avec la division dont on vient de parler entre les esclaves dans le sud et les Inuits dans le nord ici. Absolument. Donc, en haut de ça, c'est encore une fois la même entité, si on veut, Total. donc les agents de la couronne, même assis l'affaire, qui a instrumentalisé les États-Unis et les a divisés à l'intérieur du pays, mais nord-sud.
pour que les nordistes détestent les sudistes à cause de l'esclavage, puis que les sudistes détestent les nordistes parce qu'ils voulaient leur enlever les droits étatiques, parce qu'il y avait plusieurs affaires mélangées là-dessus. Et ensuite de ça, ici, ils nous ont instrumentalisé surtout Est-Ouest entre le Québec et le reste de l'anglais pour la culture et la langue et les sauvages québécois qui sont pas des vrais humains après ça. Fait qu'on a commencé par rendre en esclavage les Premières Nations, puis après ça, on nous a transformés, nous, en sauvages, synthétiquement, aux yeux des Anglais. Puis nous autres, on s'est fait mettre dans la tête que les Anglais étaient méchants, puis qu'ils nous aimaient pas. Ils nous ont fait croire ça. Mais on m'a créé un parti pour ça. Fait que là, nous autres, on a créé notre propre parti, c'est le Parti des Troqueurs. Tu penses-tu que ça va-tu nous unir dans le temps, tu penses? Ah, écoute, j'ai aucune idée. Je me prononce pas là-dessus. On sait même pas ce qui va se passer parce que là, on va être peut-être au mois de fin mars, début avril, quand je vais mettre cet épisode-là en ligne, puis on va être peut-être dans un autre monde. Non, écoute, dans des affaires historiques comme ça, c'est très, très, très difficile. Puis je pense qu'il n'y a personne qui sait où ça s'en va. Il y a du monde qui tire des ficelles. Il y a du monde qui tire des ficelles, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Il y a du monde qui tire des ficelles, puis où est-ce que ça va aller, là? Il n'y a personne qui le sait. J'ai déjà hâte de voir cet épisode-là en ligne, mais que ce soit le moment, puis voir où est-ce qu'on est rendu. Fait que Rénald Rouleau, écoute, ça va être ça ici. Tout le monde, c'était l'épisode Dans le franc des yeux du Québec en quarantaine sur l'esclavage synthétique des Inuits et la relocalisation de nos peuples des Premières Nations dans le nord du Québec, instrumentalisé par les agents de la couronne ici, pour nous créer une fausse histoire, autant à nous au Québec, au Canada, que dans les Premières Nations, en leur propre sein, en créant même un langage. Donc, j'espère que vous avez apprécié ça ici. Et Rénald Rouleau, pour terminer cet épisode-là, juste peut-être si tu as une dernière pensée, une dernière intuition, un dernier mot que tu voudrais nous dire. Je dis toujours, je laisse le mot de la fin aux gens. Regarde les Québec dans le franc des yeux, dans la caméra. Écoute, puis dis-leur, qu'est-ce qu'on peut garder de cette idée-là? On est tous humains. On est juste tous humains. On n'est pas des animaux, on est humains. Point final. La gang d'oligarches en haut qui pensent que nous autres, on est des bêtes. Non, on est des humains. Ils veulent nous transformer en bêtes. On n'est pas des bêtes, on est des humains. Tous, sans exception. Nice. Élevons-nous au statut d'humain divin que nous sommes tous. Merci Rénald. Et on se revoit tout le monde dans le prochain épisode du podcast Dans le franc des yeux. Salut. Super. That's it, la gang. Comment avez-vous trouvé ça? J'espère que vous avez apprécié les segments, entre autres, sur la question autochtone au travers de tout le reste. Pour moi, ça représente vraiment un sentiment global québécois, en général, là, face aux Premières Nations, ce qui a été développé par M. Rouleau dans notre épisode d'aujourd'hui. C'est un sujet que j'aimerais développer tellement plus aussi, là, avec plein d'invités, puis sur toutes sortes d'angles différents. Mais tu sais, cette espèce de notion-là, cette idée de l'intolérance, du gros racisme, de la division, puis de la méchanceté entre humains, c'est tellement un résultat du système, OK, dans lequel on se développe et non pas nécessairement de la supposée nature humaine en soi. C'est un gros sujet, OK, je ne veux pas m'aventurer là-dessus, je sais que ça, c'est quelque chose qui polarise beaucoup aussi, et d'ailleurs au niveau scientifique également. Mais pour les gens comme moi et Rénal, je pense que nos pensées partent quand même de la compassion, vraiment, puis se dire, Chris, on s'est tout fait foirer, OK? C'est le temps de secouer le tapis un peu, là, puis de se dire, unions-nous, unissons-nous ensemble, OK? Unions, on s'unit ensemble, puis on va créer une genre de république indépendante en sacrant dehors les fucking banques privées, OK? Puis de créer une armée, de se développer un nouveau Québec ensemble, OK? Il y en a de la place, on va en créer des nouvelles villes, des nouveaux villages autochtones traditionnels s'ils en veulent, ou ramener les Autochtones dans la modernité pour ceux-là qui ne veulent pas. Puis, tu sais, faire de quoi, là, qu'il y en a de la place pour tout le monde. Tu sais, mais Chris, de quoi de bien fait, qui n'est pas bloqué tout le temps par les fucking forces dirigeantes cachées. Puis, on va investir, puis on va créer un futur majestueux qu'on a l'imagination pour faire tout le monde ensemble. En tout cas, bref, fin de la parenthèse. Mais je pense que ce sentiment-là est vraiment perméable partout dans la société en général, puis que ceux qui ont des sentiments réels là, d'intolérance, là, je pense que c'est une infime minorité. Puis de toute façon, après, là, une fois que ce sera fait, on s'ostinera sur les détails. Pas d'ostinade, la vie de toute façon, c'est plate. Fait qu'on va être capable de s'ostiner pareil, mais commençons à la base par reconnaître le problème, couper les couilles, remettons-nous sur pied. On n'a pas besoin d'un gros système étatique, d'une lourdeur incroyable.
On va créer un nouveau système qui va respecter les lois naturelles, puis l'autre va juste mourir de sa belle mort. Donc, pas dans le combat, mais dans la création d'un nouveau système pour l'avenir. Ça, c'est plus précis à moi ici, mais moi, je suis dans la révolution, pas dans la mentalité de la révolution, mais dans la mentalité de la transformation, si on veut, ou dans la restructuration pour le futur. Voilà. Autre point en terminant, avez-vous commencé à faire plus précisément le lien entre l'esclavage du sud des États-Unis et celui qui a été décrit ici par le Grand Nord, dans le Grand Nord du Québec, par l'élite sur les Premières Nations? C'est quand même fascinant. Moi, la thèse que j'ajoute autour de ça avec le Québec en quarantaine, c'est que finalement, après l'acte de Québec en 1774, OK, ben, c'est pas juste les Autochtones du Grand Nord qui ont été mis en esclavage, si on veut, avec la loi sur les Indiens et toute cette affaire-là, mais c'est aussi toutes nous autres, les Québécois, les Canadiens français, au nord, donc, de la frontière des États-Unis, de la province, qui ont été gardés finalement des prisonniers spirituels puis économiques de notre propre territoire en esclavage pour faire le bien de l'Empire britannique qui nous ont utilisés pour aller recoloniser les États-Unis par notre territoire et le contrôle de nos élites. Je ne vais pas répéter, j'espère que vous avez suivi, sinon réécoutez ce que je viens de dire. Bref, je viens de me rendre compte en disant ça que je fais peut-être juste rappeler ce que Vallière disait finalement. C'est ça qu'il disait, nègre blanc d'Amérique. En fait, je ne sais pas parce que je ne l'ai jamais lu, son livre. Fait que peut-être que je fais juste répéter. Je ne sais pas si ce serait jusqu'où sa comparaison allait à lui puis des gens dans ce temps-là. Fait qu'il y a plein de gens qui connaissent déjà la thèse qu'on développe dans la série ici, mais il y a plein de gens qui ne la connaissent pas non plus. Puis c'est toujours bon de se rafraîchir la mémoire sur des sujets aussi intenses que ça. Il va falloir que je lise ce livre-là un jour, Nègre blanc d'Amérique, pour avoir vraiment le pouls sur qu'est-ce qu'il voulait dire dans ce temps-là. S'il y en a qui l'ont lu, écrivez-moi ça dans les commentaires. Comment est-ce que le Québec en quarantaine se rapproche ou non des propos de Pierre Vallière dans son œuvre classique? Ce serait super cool. Sinon, à part ça, dans les autres commentaires et dans les descriptions de vidéos, j'ai laissé des notes pour faire des contributions financières volontaires si vous voulez, soit par Interac ou par virement PayPal, paypal.me/gabmasson, GABEMASSON, ou courriel Interact donation Gabmasson en un mot, DONATION Gabmasson avec 2 S en un mot, à commercial@gmail.com, et le seul mot de passe, s'il vous plaît, FRANC, Franc, comme dans le show franc-maçon, ce serait super apprécié. Donc, 500 si j'obtiens 500 voilà, je vais remettre 100% de ça à mes invités. Chaque scène ira à mes 3 invités. Si ça dépasse 500, je vais garder la différence. Voilà. Fait que sur ce, on revient dans le prochain épisode du Québec en quarantaine. On continue avec Rénal de la semaine prochaine et on va vraiment travailler plus en précision sur le dossier de la crise d'octobre et de la révolution tranquille. D'ici là, oublie pas mon chef et ma chef, change-toi, change le monde. Ciao!